Bonjour à tous, bienvenue sur Ambition Surf, le nouveau média dédié à tous les passionnés de glisse. Aujourd'hui, je reçois Bruno André, champion de windsurf, pionnier qui a innové pendant plus de 30 ans sur le wingfoil, subfoil, surfoil. Il va nous raconter tout son parcours et toutes ses histoires dans un instant. Avant de commencer, je souhaiterais remercier Dylan du bar La Renverse à Audierne qui nous permet aujourd'hui de tourner dans les meilleures conditions. Vous allez découvrir tout ça dans un instant et avant ça, générique. Salut Bruno, comment tu vas? Salut, bah écoute, super bien, merci. Ouais, merci à toi d'avoir répondu présent pour cette interview. C'est un des premiers que j'ai contacté. C'est le premier aussi qui a accepté, qui a fait confiance en mon projet et qui a cru en mon projet directement, alors que rien n'est fait pour l'instant. Donc vraiment un grand merci déjà avant de commencer. Alors, bah, c'est avec plaisir. Quand tu m'as contacté, j'ai regardé vite fait un petit peu ce que tu faisais. Et j'ai trouvé le style, le genre tout à fait adapté. Ça me plaisait énormément. Et puis, ben, après, ben voilà, ça peut lancer le truc. Franchement, c'est une aide énorme. Franchement, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bruno André, déjà 53 ans cette année. J'ai dédié toute ma vie au sport de glisse aquatique depuis ma sortie du lycée et jusqu'à aujourd'hui. Je ne vis que pour ça. Avant de commencer, vraiment de rentrer dans le cœur de cette interview, il y a une question que je poserai à chaque invité que je recevrai sur mon média, et tu es le premier qui va y avoir le droit. C'est quoi, Bruno, ton premier souvenir de sport? Waouh, mon premier souvenir de sport, alors ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est quand j'étais tout jeune, hein, donc je suis dans le sud de la France. Et j'habitais à l'époque dans un village qui s'appelle Lagarde. C'est une ville aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un village, le vieux village de Lagarde. Il y avait quelques lotissements qui s'étaient développés autour. Moi, c'était le lotissement des Sirènes, qui était un petit peu à l'écart de ce village. Et donc, c'était un lotissement avec 3 immeubles, des grands immeubles, hein, 8 étages. Et ce qui est génial, c'est que donc il y avait plein de jeunes dans l'ensemble de ces 3 immeubles. Donc moi, j'étais vraiment parmi les plus petits à cette époque, dans les années 70, début 80. Et on va dire, de 5 à 18 ans, ben, on était tous ensemble. Les premiers souvenirs de sport, c'est ça, c'est que, en fait, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et ça vivait dehors tout le temps. Il y avait une émulation en permanence dans cette résidence et on vivait au rythme du sport qui passait à la télé. Quand c'était Roland-Garros, on se retrouvait tous en bas pour jouer au tennis. Ouais. Quand c'était les JO, on faisait de l'athlétisme, on courait autour des immeubles. Quand c'était le Tour de France, on faisait du vélo. Et mes premiers souvenirs de sport, franchement, bah, je pense que c'est ça. C'est Se retrouver après avoir vu le sport à la télé, et puis Ouais, et puis c'était ce qui était génial, toute cette bande de jeunes, plus ou moins jeunes, hein, parce qu'il y en avait qui avaient 18 ans quand même, hein, il y en avait qui avaient déjà des mobylettes, mais tout le monde était accepté. Alors pour l'anecdote, on était 2 Bruno, moi j'étais petit Bruno, il y a les grands Bruno. On est toujours potes aujourd'hui. Ben c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a pu faire comme sport? Puis moi j'étais tout gamin, et puis bah voilà, les grands m'emmenaient avec eux, ils acceptaient le fait qu'on soit moins fort, plus petit, ouais, on devait participer, on n'était pas rejetés. il y avait une intégrité sociale, quoi. C'est vraiment Ouais, il y avait un terrain vague derrière les garages, je me rappelle, donc on faisait alors, il y a la période football où on jouait au foot. Et puis il y a eu une telle émulation que je sais pas si c'était la mairie à l'époque ou je sais pas que c'était comment on dit, ceux qui gèrent la résidence là, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse obtenir un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de volley, parce qu'ils voyaient cette vingtaine de jeunes qui faisaient du sport. du sport à fond, quoi. On n'a jamais été casser des poubelles, c'était toujours Ouais, très bonne dynamique. toujours autour du sport. Et du coup, tout ce que vous avez, votre génération a apporté à la ville, du coup, les autres générations derrière ont pu en hériter, quoi. Ah oui, c'est clair. Bah oui, Ouais. c'est vrai que j'aime y repasser C'est trop rarement, mais c'est toujours en place. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un secteur qui était en plein développement, hein, urbain et social. Ah ouais, bah oui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le windsurf? Comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Alors le windsurf, le windsurf, c'est la planche à voile. Alors moi, j'ai découvert ça, je suis de la génération justement où la planche à voile était complètement à la mode. L'âge d'or, les années 70-80, il n'y avait pas une voiture sans une planche à voile sur le toit. Ouais. Tout le monde faisait de la planche à voile. On voyait ça à la pub partout aussi. C'était dans les médias, c'était vraiment le sport à la mode, quoi. Ça faisait rêver, c'était l'époque des couleurs fluo c'était voilà, il y avait vraiment une émulation autour de ce sport-là. Et donc dans ma résidence, les plus grands en faisaient déjà. On habite au bord de la mer, donc on allait à la plage l'été. Tu voyais tout le monde en faire, quoi. Tout le monde de ma génération, je pense, a pu essayer la planche à voile parce qu'un ami en avait une, ou a essayé avec son père, ou a essayé avec voilà, moi c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis mon père s'y est mis, pareil, de la même façon, par des amis. Alors faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas le même matériel adapté pour les petits gabarits comme aujourd'hui. C'est des grandes planches pour adultes, quoi. C'était très encombrant, très lourd, c'était beaucoup moins abouti le matériel que... Aujourd'hui, les gamins de 5 ans, ils peuvent apprendre avec du super matériel. Ouais, tu vois, les centres nautiques en sont équipés pour tout âge, quoi. Mais voilà, ça n'a pas empêché de m'y mettre et d'aimer ça, quoi. Donc après, encore une fois, c'était dans une période où c'était... si tu faisais pas de planche à voile, à la limite, t'étais pas normal, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Le fait que tu aies vu tout le monde en faire, le jour où t'en as fait, tu t'es dit: «OK, j'aime ça». Non, le jour où j'en ai fait, j'ai essayé, je crois, j'ai très peu de souvenirs, je pense pas avoir réussi tout de suite. Ouais, c'est exigeant quand même un peu au début, non? Oui, oui, alors c'est ce qui fait, on en parlera certainement Ouais. plus tard, mais c'est ce qui fait que ce sport, il est à la fois un petit peu boudé aujourd'hui, c'est que c'est un sport qui est exigeant, Ouais. physiquement et techniquement, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime autant. C'est-à-dire qu'on l'a mérité quelque part. C'est ça, ouais. C'est un sport dur, ingrat, mais qui, une fois que tu aboutis, te rend Ça fier. procure tellement de plaisir que déjà tu t'en lasses pas, alors qu'un truc, une autre activité que tu vas réussir tout de suite, par exemple, ben, c'est ça plein de challenge et tu as vite fait de te dire, bah, toi, je vais essayer autre chose parce que bah, ça, j'ai fait le tour, quoi. Ça te marque moins, quoi. Voilà. La planche à voile, je pense que ça fait partie de ces rares sports où, ok, c'est exigeant, donc il faut accepter de faire plus d'efforts et accepter le fait que ce soit moins accessible, de pas réussir tout de suite peut-être. Mais par contre, après, bah, pendant toute ta vie, t'aimes ça parce que c'est C'est un voyage après, c'est un lifestyle, quoi. que je pourrais, j'en ferai, quoi. Ça, Ouais, c'est ça, c'est un peu comme le surf, tous ces sports de glisse en général sont assez durs à prendre en main. Le snowboard, ça peut être pareil aussi. Puis en fait, après, quand on se voit évoluer tout au long de sa vie, ça nous accompagne, donc je comprends. Un jour à 16 ans, alors que tu es encore au lycée, tu te fais repérer sur une plage du sud de la France à côté de Toulon. Une marque te propose pour la première fois de te sponsoriser. Comment ça s'est passé? Alors, comme je te disais, donc moi, je suis de l'Almanar, hein, qui est toujours une plage qui a accueilli la Coupe du Monde dans les grandes années, qui est regorgée de champions. Tu me demandais comment je m'étais dit à la planche à voile. Ben voilà, il y avait cette émulation, c'est-à-dire que l'Almanar, c'était Le spot logique. où il y avait les champions comme Éric Thiémé, comme plein d'autres, mais surtout Éric Thiémé en ce qui me concerne, parce que c'est vrai que ce gars-là, il dégageait quelque chose, il avait un charisme, il avait un bon niveau. Et moi qui étais gamin, dès que j'ai commencé à savoir naviguer, j'ai vachement regardé tout ce qu'il faisait et j'ai toujours essayé de l'imiter quelque part. C'est-à-dire que dès qu'il faisait la grande période des loopings en retour de vague à Almanar, et ben, il était impressionnant. C'est l'idole du spot, quoi, un modèle sur le spot. C'était le modèle. Et moi, j'ai essayé de reproduire tout ce qu'il faisait. Mm. Donc, j'étais le premier petit jeune à faire les premiers front loops. À cette époque-là, donc, le boss de la marque Gunsays, qui était en vacances à l'Almanar, et qui voit ça. Et puis, alors, donc, c'est vrai que je faisais un petit peu du copier-coller, à tirer des bords en suivant Eric de loin, là. Puis, bah, il me voit, il me dit, bah, t'as un super niveau, j'aimerais te sponsoriser. J'étais là, je dis, bah ouais, alors, on va lui demander à mes parents, quoi, parce que T'as 16 ans, tu sais pas trop comment tout ça marche, fonctionne. ça me tombe dessus comme ça. Donc, Parler français, lui, il parlait pas français, mais Petra, sa femme, c'est ça qui devait être marrant, ouais. avec qui je suis toujours en contact, hein, elle faisait la traduction. Donc, moi, je baragouinais en anglais parce que j'étais au lycée. C'est comme ça. On s'est ramené à la maison, présenté à mes parents, voilà, et ils aiment me sponsoriser. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, voilà. Et ça a démarré comme ça. C'est une belle rencontre sur la plage de l'Almanar, ça. À quel point c'est important d'être sponsorisé quand on est un athlète? Ah ben, c'est important. Surtout à 16 ans, comme ça. Ça peut être très coûteux le matériel. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais tout l'argent de poche que mes parents me donnaient. Je le mettais sur un compte pour m'acheter une moto à l'époque. C'était vraiment mon truc. La Yamaha DTLC, je me rappelle. Wow. Alors moi, j'y connais rien en moto. C'était la DTMX qui était un refroidissement à air et la DTLC avec la première moto à refroidissement liquide. Et je rêvais de ça. Une fois, je me suis mis à la planche à voile, j'ai revu un peu mes plans et en fait, tout cet argent-là, je l'ai mis pour m'acheter ma première planche. Ça coûtait combien une planche à l'époque? C'est en francs, j'imagine? Ouais, c'était en francs, ma première planche que je me suis achetée. Donc, j'avais un petit gabarit à 14 ans. Je devais faire 47 kilos. Je me suis acheté une Tiga Salom 260. Modèle connu à l'époque? Oui. Ah ouais, bah oui, ouais, très connu. Et je pense que cette planche-là, si je me souviens bien, c'était en francs. J'avais dû l'acheter 2500 francs. C'est 600 € à peu près, quoi. Ouais, je sais même plus. Bon, j'ai pas la conversion non plus, mais je mettrai au montage, mais tu as eu pas mal de sponsors dans ta carrière. C'était important d'avoir tous ces sponsors pour avoir la carrière que tu as eue ou... C'est indispensable. Le sponsoring pour un athlète, à moins d'être très riche, d'avoir des parents aisés qui peuvent te suivre, ça a hésité. Hein. Moi, c'était pas mon cas. Et c'est vrai que moi, si j'avais pas eu mes sponsors, j'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai eue. Puisqu'on va voir par la suite, tu es obligé de payer pour aller sur les compétitions, tu es obligé de payer pour voyager, tu es obligé de payer pour avoir du matos, tu payes souvent aussi entre les voiles, les ailerons, les planches, la combi, Oui, si les harnais. simplement naviguer pour ton plaisir, tu dois avoir une planche Ouais. et 2 voiles. Mais là, on est dans des ATP. Là, avant d'être sponsorisé, j'avais une planche et 2 voiles. Et tout avec. C'est vrai que le fait d'être sponsorisé te permet d'avoir tout l'équipement dont tu as besoin. Et après, c'est vrai que si tu commences à faire de la compétition, il y a des déplacements, ça coûte cher. Plus tu montes en niveau, Plus tu as besoin de trucs spécifiques. les compétitions, c'est plus au niveau régional, mais ça peut être national, voire international. Il faut prendre l'avion, ça veut dire qu'il faut... Donc, c'est vrai que plus tu grimpes, et plus ça coûte cher. Ouais. Donc, le sponsoring est... On s'en rend pas compte comme ça, mais... En 92, ta carrière démarre, tu enchaînes les compétitions. C'est quoi le contexte à l'époque dans le monde du windsurf? C'est populaire, c'est comment?
C'est la fin de l'âge d'or, on va dire. Ouais. 92, alors pourquoi ça démarre? On dit que ça démarre, ça a démarré un petit peu avant, hein, mais en 92, c'est l'année où j'ai obtenu mon bac. C'était le deal que j'avais avec mes parents. 18 ans, du coup? Non, 20 ans, moi j'ai redoublé 2 fois. Ah, bon. Mais le deal, c'est que j'avais le droit de faire ce que je voulais de ma vie. À savoir, faut bien penser qu'à l'époque, tu disais, moi je veux faire windsurfer pro. Ouais, tes parents, comment ils réagissent en fait à ça? Bon, comme tout le monde, c'est pas un métier, quoi. Ouais, comme un footballeur pro, quelqu'un qui Le football, c'était déjà plus venu, ouais, plus facile. Mais après, ça, c'est un truc qui m'aura rapporté toute ma vie. Quand tu Ouais. qu'est-ce que tu fais comme boulot? Bah, je fais de la planche à voile, mais c'est pas un boulot, quoi. Et c'est devenu ton boulot, pour de vrai. Exactement. Donc c'est vrai que j'avais 92, donc c'est l'année où j'ai mon bac, et c'est l'année où je dis, bon ben voilà, j'ai mon bac, maintenant je peux me lancer dans une carrière pro. Et ça avait démarré un petit peu avant, parce que j'avais quand même fait mes premières régates de ligue, d'interligue un petit peu avant, j'étais déjà sponsorisé, et je suis parti. Alors c'est vrai que mon sponsor, donc il m'a envoyé pour la première fois aux Caraïbes en 91, donc j'étais encore au lycée. Premier voyage, du coup, à l'étranger? Premier voyage à l'étranger, ouais, carrément. C'est même pas une compétition. Non, non, c'était uniquement pour faire le photoshooting pour le catalogue de la marque. Magnifique, ça, c'est incroyable. Qui est incroyable quand j'y repense à cette année-là. Hein. J'étais au lycée, j'avais un camion qui était prêté par la marque, un Mercedes noir immatriculé en Allemagne. Faut se remettre à l'époque quand même, 91-92 quoi. Avec les mâts, une partie qui dépassait par la fenêtre à l'avant. Les profs, ils savaient que quand les mâts ils étaient là, c'est que l'après-midi, j'allais pas être en cours, en gros. Mais ça s'est très bien passé. C'est vraiment de très bons souvenirs. Donc ça a démarré un petit peu avant, mais voilà, 92, c'est vraiment le Professionnel, les compètes. Ça démarre, je me concentre uniquement. J'ai plus à me soucier de l'école quelque part. Donc là, c'est vraiment, je me focus uniquement sur qu'est-ce que je veux faire et vers où je veux aller. Quand on s'est vu, tu m'as dit donc c'était la fin de l'âge d'or. C'est ça. Faut savoir que les années 80, jusque tout début des années 90, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est la folie. Tout le monde faisait de la planche à voile. Il y avait des moyens parce que les sponsors s'intéressaient à ce sport-là, qui était médiatisé. On voyait la Coupe du Monde à la télé. Il y avait aussi un gros partenaire à l'époque qui n'a plus le droit par la suite à cause de la loi. Peter Van Travel. C'était Peterson Travel à l'époque, ouais. Donc ça, c'est la loi E20 exactement. J'ai noté, c'est en 91 qu'elle passe, cette loi. Voilà. Et ça, c'est une loi qui interdisait donc à tout support alcool, cigarettes, de soutenir le sport. Enfin, ils pouvaient le faire, mais une anecdote, je me rappelle, j'étais à Bercy pour l'Indoor l'année où il y a eu cette déchirure avec ça devait passer en direct sur TF1, mais c'était sponsorisé par cette marque de cigarettes. Et je me rappelle, j'étais là en train d'écouter le président de la marque de cigarettes qui disait si vous allez à l'eau sans les stickers et sans les lycras, on quitte le sport. Et à l'autre côté, il y avait TF1. Si vous mettez les stickers et les lycras de la marque, nous, on diffuse pas. Ouais, gros changement, quoi. C'est au moment où on se rend compte que le tabac, c'est pas trop bon pour la santé, qu'il y a plein d'études qui sont faites, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est tout le... C'est des logos, toutes ces marques de tabac ou d'alcool, c'est des marques qu'on retrouvait sur la Formule 1. C'est des marques qu'on retrouvait partout avant, qui étaient omniprésentes, quoi. Ouais, puis après... Marlboro... Déjà, à l'époque, ils essayaient de contourner. Peter Suzanne, qui était marque de cigarettes, avait fait une agence de voyage, Peterson Travel. Sao était parti sur Marlboro Music, il proposait des groupes de rock, discothèque et tout. Ce qu'elle est, elle est très bonne pour la santé et tout, mais mine de rien, cette loi, elle a fait que d'un coup, le sport s'est retrouvé sans budget. C'est vraiment un point de pivot important. Des plus anciens que moi auront peut-être d'autres explications. Après, bah oui, ça faisait quand même 10-15 ans que le sport était à la mode. Des nouvelles disciplines qui sont arrivées également après. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi ça... Après, c'est un cycle aussi, quoi. Les mentalités ont changé aussi. À l'époque, il y avait 4 chaînes de télévision. Tu regardais la météo la veille au soir et tu disais, demain, on va à la plage. Et s'il n'y avait pas de vent, tu avais une vie sociale à la plage, t'attendais le vent. La modernité a fait qu'aujourd'hui, les sessions, elles sont jouées une semaine à l'avance. Tu prends ton truc, tu dis, tiens, mardi, j'irai naviguer, mercredi, j'irai faire VTT parce qu'ils n'annoncent pas de vent. T'as tout prévu, t'es plus dans le moment forcément présent ou tu adaptes plus. Donc, une vie plus à 100% ton truc. Ouais, parce qu'avant, on ne vivait que pour ça. Ouais, t'es moins connecté avec le sport, quoi, au final, les éléments. Et on est connecté à plusieurs choses différentes. La modernisation a fait que les gens, ils vont faire plus de choses. Avant, on avait une passion, mais par contre, on la vivait vraiment à fond. Quitte voilà, il y avait des jours où on faisait rien, mais on était tous ensemble à attendre pour vivre des moments forts de cette passion. Ouais, on attendait. Aujourd'hui, les gens n'attendent plus. De 93 à 2004, tu vas concourir sur le Pro Funboard Tour français et tu vas aussi faire quelques étapes de Coupe du Monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux expliquer d'abord le fonctionnement de ces compétitions? Bon, oui, il y avait le Tour français qui s'appelait la SPBA à l'époque. FTBA, la PBA, c'était la Coupe du Monde, et la SPBA, c'était la France Professional Board Sailor Association, et qui s'est transformée ensuite à AFF. J'utilisais les mêmes règles de course que la Coupe du Monde, c'était un petit peu la
la Coupe du Monde, Ouais. l'antichambre, on va dire. Hein. Et combien d'étapes alors Entre 5 et 6 étapes par an, toutes les disciplines, les mêmes que sur la Coupe du Monde. Hein. Cross racing au début, c'est devenu Formula Windsurfing après, slalom, vague, le freestyle est arrivé Ouais. plutôt. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, donc j'ai progressé continuellement jusqu'à 2002, 2003. 2002, j'étais quasiment sur tous les podiums, toutes les disciplines. Ouais, ça fait énormément de podiums. Ouais. Ouais, beaucoup de podiums, j'ai jamais vraiment gagné. Les champions souvent, des choses comme ça, mais Deuxième, toujours classés. Et il y avait beaucoup de compétiteurs déjà quand même sur le oh, cours. bien sûr. Après, ma meilleure saison, je pense que c'est 2002 où je fais podium en vague, podium en freestyle. Et il n'y avait plus de classement général à partir de 2000-2001, je crois. Ça a été annulé, cette notion de classement général, que des classements par discipline. Mais c'est vrai que cette année-là, s'il y avait eu le classement général, je pense que j'aurais été pas mal du tout. Ouais. Et les étapes monde de la Coupe du Monde? Comme je travaillais sur le développement du matériel, j'avais pas le temps de suivre le tour mondial, mais j'ai fait quelques épreuves. À Guincho, en vague, j'ai fait 9e, j'ai dû faire 3e à Costa Brava sur une manche de freestyle, j'ai fait une manche de 3 en Hollande. Ah, vous bougez quand même pas mal, hein, de l'Espagne au nord. Tout aux Canaries. Après, voilà, c'était pas mon objectif. Je n'avais pas d'obligation de résultat en compétition. C'était quoi ton quotidien à l'époque pendant les compétitions? Comment tu alternais entre travail et compétition, vu que tu travaillais pour tes sponsors déjà de base? Mais tout se mélanger, parce que mettre du matériel au point, ça demande de le tester aussi en conditions réelles. Alors, c'est devenu plus compliqué parce qu'il y a eu une année. Je vais dire on, parce que c'était une association de coureurs, on votait, mais moi, c'est clair que j'ai pas voté pour, mais on a voté l'arrêt des prototypes au championnat de France. Je pourrais pas te donner les raisons pour lesquelles ça a été. Donc en gros, tu n'avais plus le droit, pendant les compétitions, d'avoir un prototype qui a jamais été surpris. Moi, jusqu'à présent, c'était à l'époque, je faisais le développement pour Ace avec Fred Meunier. Ouais. Et pour nous, c'était génial, parce que de compète en compète, on arrivait vraiment... en cross racing, c'était pas du tout ma discipline, et je me rappelle à Vimereux, on avait fait une planche, et je fais énième, mais quand je dis énième, je fais 40 et quelques, quoi. Ouais. Et il nous restait 15 jours avant Saint-Malo et on fait des modifs. Je me rappelle faire une manche de 2 juste derrière Albo et avec tout le comité. C'est vérifier le passage des bouées de F76, c'est pas normal qu'il soit là. Mais voilà, parce que j'avais surfait tout le monde et ça montrait bien qu'on était capable de progresser. En fait, si tu avais la meilleure technologie, tu pouvais être meilleur aussi que les autres. Tu peux peindre des riverains sur un âne, t'auras jamais un zèbre. Il faut du bon matos et pas avoir. Talent quand même. Belle métaphore. C'est super important d'avoir du bon matériel, d'être bien réglé avec son matériel. Et ben voilà, après il faut avoir un petit peu aussi la glisse. Ouais. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, la marque, elle était OK avec ça, le fait que tu sois testeur pour eux et qu'en même temps tu sois compétition, ou des fois, quand tu disais que tu allais en compétition, ils étaient plutôt réticents et ils voulaient te garder? Non, ça faisait partie du Il n'y avait pas ça. Après, je faisais des résultats aussi. Tout le monde y était gagnant. Moi, j'étais content de faire des résultats aussi. Hein. Okay. Je vais pas mentir là-dessus. Et puis, ça permettait aussi de me jauger. Est-ce que mon niveau, il est assez élevé? Péteur au point, c'est bien, mais encore faut-il être dans les clous par rapport au niveau requis. Et la compétition, j'ai toujours fait pour être crédible. Parce que ça te dit, ah ouais, bon, il fait finale. Bon. J'ai un matériel qui marche, mais j'ai aussi un athlète qui sait utiliser le matos et qui l'envoie au plus haut niveau. C'est quoi ta plus belle compétition et celle dont tu gardes le meilleur souvenir dans toute ta carrière en windsurf? Franchement, il n'y a pas de plus belle compétition. En réfléchissant comme ça, je les mets toutes au même niveau parce que je pense que je les ai vécues humainement, toutes ces compétitions. Partout où je suis allé. Alors forcément, on pourrait dire celle où j'ai le mieux marché, celle où j'ai gagné, mais il y a aussi tout ce qui se passait à côté. La préparation, le voyage, l'équipe, l'entourage. Les gens que tu vas rencontrer, on était très festifs. Et notre génération était très festive, c'est-à-dire qu'il y avait la compétition, mais il y avait une vie. Il y avait une vie après la compétition, ça finissait en soirée, c'est vraiment marré. On le voit, la World Surf League, les athlètes du Tour, du Champions Tour, et puis l'élite mondiale du surf dans le monde, c'est pareil, ils font un tour toute l'année sur les mêmes spots où ils s'affrontent, mais en dehors des compétitions, on les voit en train de faire des soirées, manger ensemble, être potes, parce qu'ils savent aussi qu'ils sont, ils sont dans le même délire, ils sont privilégiés aussi. Les gens vont dire que je peins tout en rose, hein. Il y en a qui s'entendaient pas non plus. Oui, bien sûr, ça arrête la compétition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir à la question initiale, alors ouais, la bonne ambiance à Hawaï, oui, même si je l'ai complètement raté. Ah ouais? Mais ouais, Kippa, c'est compliqué. Okay. Mais par contre, tu as le dossard de la compète et tu te mets à l'eau au Kippa, t'y es, c'est presque le rêve, quoi, tu vois. Mais à côté de ça, une compétition, les championnats de France qu'on a pu faire en Corse, c'était magnifique. À Vimereux, dans le Nord, le côté humain, les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, les locaux, c'est des souvenirs fantastiques. Ouais, tu découvres aussi une région sûrement sur les premières étapes et tout. Les voyages, ça se passe comment? Tu as plein d'étapes à faire dans l'année. Tu voyages beaucoup pendant ces années-là. Ça fait partie des choses aussi que tout à l'heure, la planche à voile, c'est pas un métier. Au bout d'un certain moment, moi, pourtant, j'ai nettement moins voyagé qu'un compétiteur pur et dur qui suivait toutes les étapes. Okay. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé et c'est vrai que ton chez-toi, il te manque.
Ah oui, parce que tu te rends compte que tu rates plein de très bonnes sessions chez toi, les amis, et tu as l'impression d'avoir toujours ta maison dans ton sac là. Et je pense que la dernière fois que je suis allé à Hawaï, c'est en 2008 ou 2009, je crois, et j'étais pas retourné depuis 2002, 2003. Ok. Mais parce que limite, j'étais content d'avoir passé 5 ans sans trop bouger là. Ouais. C'est éprouvant en fait. Ah, c'est pas éprouvant. Alors, depuis toujours, c'est de plus en plus compliqué de voyager avec du matériel. Et la cross racing, c'était des planches de 3,80 m long. Les mâts étaient en une partie. Moi, je me rappelle, on est parti championnat de France en Corse depuis Brest. On était 9 coureurs bretons, je pense. Il y avait 3 tonnes de matos dans le hall. Ça posait pas de soucis. Et là où ça posait pas de soucis, c'est que même l'avion était pas plein. Et ils avaient baissé les banquettes de l'avion à l'intérieur, et notre matos était semblé sur les banquettes. C'est alors qu'il est aujourd'hui, imagine ça aujourd'hui. Si t'as pas un sac qui fait 30, 40, ça paye. tu payes 40, 100 balles en plus. Avec un board bag, les planches elles sont vachement rétrécies, c'est compliqué. Il faut pas que le matos fasse plus de 30 kilos. À l'époque, on avait des trucs, ça faisait 100 kilos quoi. C'est mieux avant. Alors, c'était mieux, mais non, mais après, moi, il faut respecter les pauvres gars qui étaient derrière. Vous voyez, ils se prenaient notre board bag sur la gueule, le gars à 100 kilos. Mais il y en a, Oh, mais nous, on pleurait quand on faisait semblant de faire assez pas lourd quand on arrivait au truc. Quand il partait sur le tapis, le truc qui devait arriver en bas, le gars, il pleurait. C'était pas bien. Non, mais c'est vrai que le matériel a dû évoluer aujourd'hui. C'est d'un extrême à l'autre. Bah ouais, grave. Et c'est ça qui est dommage. Mais il y avait des galères. Pour peu que le matos, il arrive pas, t'as pas ton matos. T'es arrivé ça? T'es arrivé en compétition, t'as pas reçu un bout de ton matos? Ça arrive à tout le monde. Même aujourd'hui, tu penses, les athlètes. Ah oui, aujourd'hui, ce qu'il y a le plus souvent, c'est le matos qui arrive cassé en fait. De plus en plus courant, tu vois, les gars, pourtant les board bags sont beaucoup plus légers qu'avant. On est obligé de c'est 35 kilos maxi. Même le matos, les mâts sont peut-être pliables, je sais pas, il y a peut-être de nouvelles technologies. Parti et tout, mais je pense que maintenant, après, je peux les comprendre. Hein. Les gars, ils voient arriver le truc hyper lourd et tout. Ils ont pas envie de se flinguer le dos. Et donc, ils les jettent par terre. Et le matos, souvent, les planches arrivent, elles sont pétées. Souvent. Ouais, mais quand tu vois le prix que tu payes des fois maintenant, aujourd'hui, et qu'il n'y a pas d'autres moyens, tu vas pas y aller en bateau à Hawaï, par exemple. À un moment donné, tu vois. Ah non, puis ça coûte. Puis tu payes plus cher quasiment pour le matos que pour ton billet d'avion, quoi. Là, tu nous as parlé de ta plus belle compétition, mais c'était quoi ta plus grosse chute? Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ouais, alors ma plus grosse chute, c'est Hawaï. Hawaï 94, je suis envoyé par le même sponsor, mon tout premier sponsor. Première fois que je vais à Hawaï, et on arrive, donc l'épreuve, c'est l'Aloha Classic, qui se déroule plus ou moins chaque année en novembre. Et cette année-là, il y a condition, mais absolument, il y a 2 tailles de mât à Okipa. La compétition, elle n'est pas lancée parce que c'est trop gros. Les seuls qui sortent, c'est Robert et Théo, Robinèche, qui font une sortie, un aller-retour. Et moi, il y a le boss de la marque là qui dit « Ah, super, il n'y a personne à l'eau, shooting !» Et faut y aller quoi. Du coup, je me mets à l'eau et puis je me rappellerai toujours, il y avait un code. Le boss, il était avec son wakeboard, il était avec son t-shirt. Quand il tournait, il fallait que je me rapproche plus et tout. Alors déjà, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à sortir parce que le spot là-bas, c'est une toute petite plage qui fait 10 mètres. Mais la passe pour sortir, elle est complètement décalée sur la gauche du spot avec un courant latéral monstrueux qui longe les cailloux et qui est dans le même sens que le vent. Donc en fait, sur la plage, j'ai l'impression qu'il y a du vent, mais dès que tu te lances, tu pars en crabe comme ça, le vent s'annule. T'as quasiment pas de vent, t'as 2 tailles de mât. Bon, j'arrive à sortir. Et là, je commence à revenir vers le bord. Je vois les montagnes, je n'avais jamais surfé des vagues aussi grosses. Je voyais le bord sur la butte au Clipin. Et puis à un moment, je dis, bon, ben, j'y vais, quoi. Faut y aller. Il y a le photographe qui est en place et tout. Et là, je me lance, mais j'ai pris une boîte. Mais j'ai tout perdu. Alors, j'ai tout perdu. Ah oui? J'ai tout perdu. On n'a jamais retrouvé le gréement. Mon harnais arraché, et j'avais une planche Ace à l'époque, un proto que m'avait fait Fred Meunier, et par chance, elle est venue se bitcher sur les 10 mètres de sable de la plage, quoi. C'est improbable. Et c'était au tout début du trip, hein, ça faisait 2 jours qu'on était là. Toi, t'as rien eu Non, mais j'ai fait, là, j'ai fait à part un blocage mental. cassé 2 tailles de mât. J'ai pris cher. Ouais, mais t'as cher, c'était quand on est derrière, parce que du coup, donc moi j'ai plus de gréement, et du coup c'était une rideuse à l'époque avec nous, Sylvie Renard, qui m'avait prêté sa voile, et du coup à l'eau j'avais réussi à prendre quelques vagues, et puis là où elle était tombée dans l'après-midi, on avait réussi à faire quelques photos. Donc le shooting a été réalisé, quoi. Mais bah ouais, puis on a découvert son truc, je te raconte pas quoi. Donc du coup dans l'eau sans matos presque, quoi, comment tu rejoins la plage? J'entre en nageant, ouais. La vague c'était bien, je suis de me ramener au bord. Ouais, ça c'est en général c'est très pratique. Tu t'es fait boiter ce qu'on appelle à needles, hein, donc tout de suite au premier take-off au milieu. J'ai fini vraiment au niveau de la plage, quoi. Okay. Pas dans les cailloux comme normalement la sentence au Kipa, c'est tu peux faire le channel et là tu te fais boiter devant les cailloux et tout le monde va au rocks au Kipa. Il y a pas de. Je comprends que ah ouais, ça soit peut-être pas le meilleur souvenir.
Ah si, bah, c'est un très bon tir. Voilà. J'ai vécu un petit peu le même sur mon premier shooting à l'île aux Vaches. Ça se passe un petit peu de la même façon. Je viens ici pour faire un shooting, donc c'était pile au moment où je changeais de sponsor. Ouais. J'allais chez Nel Pride. Ça va se faire, ça va pas se faire, on sait pas trop. N'empêche qu'il y a un shooting qui est organisé par Nel Pride et AHD. Du coup, je vais à Brest récupérer 2 voiles qui me prêtent pour le shooting au cas où je passerai chez eux. Mais c'est pareil, c'était pas les bonnes voiles. Il y avait Patrice Belbeoc qui était champion du monde de vague à l'époque, là, qui fait 2 mètres, 95 kilos. Ouais. Il est vaincu de plus que moi. Il était en 4-2 à l'île aux Vaches. Moi, j'étais en 4-7. Mais j'étais à la rue et j'ai fait un remake d'Okipa, mais les meilleures vagues. J'ai pris cher pareil, mais bon, en moins violent que. Grand violent. Et- Bah, tu fais peur, quoi. J'ai vécu la même chose ici, mais n'empêche qu'en sortant de cette session-là, j'ai décidé de m'installer ici, quoi. Tu as dit tout à l'heure, tu as cité Robin Ice. C'est la légende qui a créé sa marque de paddle, sa marque de planche à voile. C'est le grand champion, quoi. C'est la légende absolue, hein. C'est le mec qui a tout gagné dans les années 80, qu'il a marqué le sport, parce qu'il est toujours en activité. Il continue de montrer l'exemple, parce que ça me fait penser, moi, quand j'étais jeune, on voyait quelqu'un de 50 ans. Moi, la vision que j'en avais, c'était un mec, il est vieux, quoi. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, tu vois. Et je vois Neige qui a 62 ans, peut-être. Et quand je vois comme il ride encore à Okipa et tout, bah, quelque part, il continue à me dire, bah tiens, j'espère que dans 10 ans, je serai comme lui encore. Il n'y a pas de rider. Tant que tu peux rider, tu rides. Et tu vois, ce gars-là, il aurait été une locomotive. Il était champion du monde à 13 ans, je crois, de windsurf. Ouais, très tôt aussi. Il aura tiré ce sport en permanence, Mm. mais comme le font les nouvelles têtes d'affiche d'aujourd'hui. Sauf que le mec, ça fait 50 ans qu'il. Ouais, il a vu des générations passer, il est encore là, quoi. C'est ça. Même quand tu croises une personne comme ça à l'eau, ça t'inspire aussi, je pense. Tu vois, moi, en tant que jeune, je me dis, j'espère que moi, mon sport, c'est plus le surf, mais j'espère que à 50 ans, je surferai toujours, tu vois. Ouais, mais après. Enfin, oui, bien sûr que je surferai toujours à faut pas 50 ans. Alors, les jeunes vont plus s'identifier à la nouvelle génération, plus explosive, plus aérienne et tout. Bah, il y a des Kelly Slater, il restera légendaire, comme le sont des surfeurs bien plus anciens et qui sont encore à l'eau chaque jour. J'ai pas les noms en tête parce que Il y en a plein. Jerry Lopez, Laird Hamilton. Bon, Laird Hamilton, ils sont beaucoup moins, mais ils servent plus quasiment. Tu vois aussi, dans la glisse, de toute façon, les styles, ils évoluent aussi au fur et à mesure des générations. Quand tu parles d'explosivité, un Jerry Lopez, il surfe pas pareil qu'un Kelly Slater. Ça a été une légende à son temps. Kelly Slater, pareil aujourd'hui. Maintenant, on a des nouvelles stars, John Florence dans le surf. Non, Ouais. je pense qu'il faut Chacun ramène. respecter chaque génération. Tu vas avoir un jeune qui va être explosif et fabuleux pendant 5 ans, mais qui va disparaître, malheureusement, pour diverses raisons. Mm. Et puis, tu as ce genre de gars qui a 50 ans de carrière. Alors, ils sont pas au niveau, ils sont plus du tout au niveau d'aujourd'hui, je veux dire. Et par contre, ils ont un bagage qui leur permet le mec, il est encore propre au surf, il est propre lecture de vagues et tout. Au cours de ta carrière, tu as enchaîné de nombreux podiums. Quel était ton état d'esprit? Donc, tu nous as dit, tu n'étais pas forcément un compétiteur acharné. Toi, ce qui t'intéressait, c'est de toucher un peu à tout, à tester du matériel, etc. Ouais. Tu dis avoir cherché la stabilité et à perdurer dans ce milieu. Je pense que l'éducation que j'ai reçue de mes parents m'a fait prendre conscience qu'il fallait assurer ses arrières. J'aurais pu gagner beaucoup plus de sous chaque année en jouant sur les résultats, trouver de nouveaux sponsors. Moi, j'ai tout de suite cherché à travailler pour eux. Ok. Donc, j'ai commencé, mon premier employeur a été Nel Pride Europe. Nel Pride Europe, ouais. Ils m'ont fait un premier contrat de travail pour faire la promo du matériel sur les tournées des plages, représentant technique. Et ensuite, c'est AHD qui m'a salarié pour faire la mise au point du matériel. AHD qui était AFS, qui est devenu AFS maintenant. Ouais, alors là, l'histoire, c'est un peu plus compliqué. En fait, AHD, c'est vieux. AHD, c'est une marque qui a 40 ans. C'est américain. Il a été racheté par Christophe Piaget, qui est suisse en 89. Il y a eu plusieurs rachats. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai accompagné Christophe Piaget. Donc, c'est sa marque, toujours, hein, pour ça, clair. Donc, quand il a transféré son outil de production en Tunisie, quelque part, il s'est rendu compte que c'était plus rentable pour lui de produire pour d'autres marques que pour sa propre marque. Bah oui. Produire pour ta propre marque, il faut faire du développement, il faut faire de la promotion, alors que quand tu produis pour d'autres, bah, c'est juste de la... Et alors, c'est vrai que j'ai été le dernier à rester à ses côtés jusqu'à la fin, et franchement, c'était mal barré pour que ça continue. Et du coup, c'est là où j'ai été trouvé deux associés, Thierry Penn et Jean-Paul Rioux, pour reprendre la destinée d'AHD, en accord avec Christophe Piaget. Ça restait sa marque, mais on reprenait les rênes du... Et c'est comme ça qu'on a créé, c'est devenu français, entre guillemets. En 2006, on a créé Triden. Ok, Triden. Ouais. Et du coup, on a repris la destinée d'AHD, on a innové. Et dans l'innovation, c'est retrouvé l'AFS One. Et l'AFS One, c'était la première planche sur foil. Et donc ça, c'était en 2007. C'est comme ça qu'est né AFS. Ok, d'accord.
En parallèle de ta carrière, tu es rapidement devenu testeur et metteur au point pour les plus grandes marques du milieu. On les a cités un peu auparavant, mais je vais les redire ici. Ace, Nail Pride, AHD Board, Hotsail Moi, qui est aussi très connu dans les voiles, Select Fins pour les ailerons. Peut-on aujourd'hui parler d'un héritage de ton travail chez ces marques-là? Parce que ça fait plus de 30 ans que tu innoves dans ce milieu. Bah, je pense. Il y a des produits qui sont nés, qui resteront. Après, encore une fois, moi, j'ai fait que rajouter des pierres à l'édifice. Ouais. Je pense que la planche à voile est un... Amélioré, quoi. Ouais, c'est ça. Tester, améliorer. La planche à voile, ça existe depuis milieu. les années 60. Ouais. Et tous les gens qui ont travaillé dans ce milieu, chacun a apporté, que ce soit par des résultats en compète, que ce soit par la création de nouveaux produits, par la création de nouvelles marques, par des nouveaux médias. On a tous participé à l'évolution du sport, plus ou moins bonne. Qu'il y a un héritage, oui, il restera des traces. Tu es reconnu pour ton innovation dans le windsurf, mais surtout pour le développement d'une invention dont tu as été le pionnier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? En 2006, je découvre le foil. Le foil, ça existait déjà. Il y avait déjà eu des tentatives. Arkane avait fait des tentatives dans les années 70, début 80, sur les grosses planches avec des gros foils en W, aluminium. Laird Hamilton faisait du tow-in en surf derrière un bateau avec des foils en alu également. Antoine Albo faisait déjà un petit peu de foil avec ces mêmes foils en aluminium. Moi, c'est mon ami Emmanuel Bertin et Paolo Rista. Ils avaient ces foils. Et Paolo Rista était un designer italien qui travaillait sur ses propres designs de foils. Ok. À l'époque, ils étaient à Douarnenez. Et un jour, ils m'ont fait essayer. Waouh. Je me suis dit, là, il y a quand même du potentiel. Et là, je me dis, si on mélange tout ça... En fait, là, ce que tu expliques, c'est qu'on est en train de rentrer dans une période où on essaye de faire le matériel le plus léger possible. Juste que les foils qui existent, alors ça n'a pas marché parce que je pense que c'était pas abouti. C'est quoi le principe du foil, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Moi, je vois le C'est un avion que tu as sous ta planche. Ouais. Et avec la vitesse, en fait, ça crée un déplacement de l'eau sur les ailes. Et tu as l'aile avant qui est porteuse, l'aile arrière qui est déporteuse. Donc, elle remplace les ailerons classiques d'une planche. Tu décolles. En fait, tu voles sur avec un mât, et ça permet de décoller de la surface de l'eau tout en flottant. Et en fait, les foils qui existaient, ils étaient très lourds en aluminium. Celui que j'ai récupéré, il pesait 7,5 kg. Ok. Donc, c'était très lourd. C'était pas étudié pour la basse vitesse, le petit temps. Donc, il fallait plus de vent qu'une planche normale. Ouais. Ça marchait pas plus vite. Ouais. C'était encombrant. C'était lourd. C'est pas pratique au final. Donc, je peux comprendre pourquoi ça n'a jamais décollé, quoi. Et ça vient du bateau? Ça a été créé quand, le foil? C'est la US Navy qui a essayé de faire voler un bateau, qui a fait voler un bateau en 1947, je crois. Dans le but d'aller plus vite. Ouais, dans le but de... Ouais, c'est d'innover. De toute façon, c'est de la technologie aussi. Les recherches sur le foil, elles ont démarré, les années 40, Quand 50. Tu découvres ce premier foil à Douarnenez, quoi. Du coup, je m'y intéresse, personnellement. Je m'achète du matériel avec... par l'intermédiaire de Kevin Ozzi à Maui, qui arrive à me procurer une dernière version du foil qu'utilisent Rush Rundle et Laird Hamilton. Je fais usiner quelques ailes en G10 pour améliorer. Ouais. Et je vois le truc ça commence à porter ses fruits. Et là, je vais voir mon boss de l'époque, Thierry Penn. Je lui dis, écoute Thierry, là, je pense que si on fait un truc en carbone avec ça, on peut... Il y a un boulevard, quoi. On peut déplacer les montagnes. Ouais, c'est m'étonne. Il y a un nouveau marché qui s'ouvre, au final. Du coup, on fait optimiser... le design du foil que j'avais plus ou moins bricolé. On fait fabriquer ça en carbone, ça coûte une blinde. On fait ça en France, à Brest, là. Mais par contre, on a un foil qui sort à moins de 3 kilos. On commence à partir sur le délire de dire, maintenant, avec ça, on peut voler dans 3 fois rien avec du petit matériel. Ouais. Ce qui est le cas. Mais l'innovation fait peur. Hein. Bah oui, surtout. Alors, est-ce que ça marche vraiment bien et tout? Ce que tu me racontais, les marques sont frileuses au début. Hein. Bah ouais, parce que c'est un investissement, parce que c'est différent. Ce qui est différent, alors... ça fait peur, ou alors c'est jalousé, c'est critiqué sans avoir essayé. Alors ça marchait, moi je savais que ça marchait. Alors je dis pas que c'était au niveau de ce qu'il y a aujourd'hui, hein. Faut se remettre dans le contexte, hein. C'était il y a 20 ans, quoi. Mais on était arrivé à un truc qui fonctionnait. Et là où j'ai eu le défunt, ou tout simplement la passion, c'est que moi je voulais vraiment performer dans le petit temps. La modernisation, de ce dont on parlait tout à l'heure, le désamour du windsurf en général, ça montrait que dans les belles journées à la plage, le créneau de vent de 0 à 15 nœuds, force 0 à force 4, la planche à voile avait disparu du décor. Tu sors pas à la planche, quoi. Ouais. Alors qu'avant, il n'y avait que ça. Et l'idée, je me dis, putain, mais avec le foil, on peut reconquérir, entre autres, hein, on parlera après d'autres supports sur lesquels j'ai innové, mais avec le foil, on peut retourner dans ce créneau, dans ce secteur de vent-là. Et ce travail-là m'a fait augmenter les ailes. Et j'ai dit, mais on regardait les résultats. J'ai dit, putain, mais je vole avec très peu de vent et très peu de vitesse. Ouais. Et ça, tu viens de résoudre une des plus grosses problématiques. Qui correspond à la vitesse sur laquelle tu te déplaces sur une vague.
Donc en 2009, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais mettre le foil sous mon paddle. Ouais. Parce que le paddle devenait le nouveau sport à la mode. Bah grave, ouais. Les gars avaient des paddles de 12 pieds à l'époque, hein, 3,30 m. Et moi, j'ai mis ça sur une planche qui faisait 2,30 m, 1 mètre de moins, quoi. Une 7,6 avec un foil. En 2009, hein. Bah ouais. Et là, pouf, ça marche, quoi. Bah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les planches de windsurf à l'époque étaient très très longues, notamment le downwind, des choses comme ça. Ou... Ouais, Ah non, ça c'est après, ça. Le downwind, c'est non, c'était les planches de race downwind. Ouais, en c'est ça. paddle. Fallait une planche longue avec le vent derrière. Ouais, voilà. Donc on passe de 14 à 7 pieds avec un foil en dessous qui te permet d'être du coup d'être plus rapide, d'être plus léger aussi, d'avoir plus d'appui. Alors pareil, ça va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans les magazines, dans les marketing. Donc les gens disent, mais non, mais s'ils y croient pas vraiment. Ça n'a pas marché. On y reviendra après, mais ce qui a lancé vraiment le truc, c'est une vidéo de Kyle Hennig avec Si j'allais t'en parler. une longue planche de race Mm. sur laquelle il met un foil. Et là, les gens ils disent, ah, regardez, ça marche. Et, oh les gars, ça fait 2 ans que je vous dis que ça marche. Ça fait déjà 2 ans que tu bossais sur le projet Ouais. et que tu étais en train d'innover de ton côté. 2 ans après, à Hawaï, il y a Kyle Hennig qui fait le même concept, qui se filme. Et là, d'un coup, il prend la lumière et on parle de... Ce serait lui le précurseur de ça. Après, bon, non. Mais, les gens ont besoin de savoir, c'est pour ça qu'on fait ce média, tu vois. Et ce travail dans cette recherche de basse vitesse, de vol à basse vitesse, ça a permis d'ouvrir l'autonomie absolue. Et là où on est aujourd'hui, avec des innovations comme le wing foil, le surf foil, Ouais. tout ça s'est rendu possible parce qu'on a fait un travail de développement qui permet au foil de décoller à très basse vitesse et non plus tracté par un jet ski ou par un bateau ou par un... Ça demande moins de moyens, c'est plus pratique, c'est plus efficace, et plus léger, plus tout, quoi. Mais c'est fou que ton travail, il ait pu donner vie à 4 disciplines, quoi, au final. On passe du windsurf à wingfoil, Ouais. à sup foil, surf foil, wingfoil. En fait, tu peux l'adapter à plein de choses. Parce que plutôt que de garder ce domaine du foil dans l'élitisme, comme c'était pratiqué par l'ère des tous, c'est-à-dire tow-in, jaws, grosses vagues, vitesse, moi je me suis mis de l'autre côté, qui dit autonomie, basse vitesse, accessible. Ouais. Et donc voilà, c'était un travail qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Bravo, déjà, félicitations. Comment tu vois l'évolution du matériel entre le windsurf et le wingfoil, du coup? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux maintenant? Moi j'aime à dire qu'il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose. Tout est différent, tout est complémentaire. Le windfoil n'est pas sorti pour mettre le windsurf au placard. Là, je vais pas me faire des copains. Non, parce qu'il y a cette tendance. Intéressant à voir. Il y a cette tendance toujours où et je suis bien passé pour le savoir, hein, le monde du windsurf, c'est comme le surf, c'est très ancien. Et il y a beaucoup de gens, quand le kite est sorti, des anciens planchistes qui ont craché sur la planche. Ils disant, ah, le kite c'est 10 fois mieux, la planche c'est has-been. Le wingfoil sort et ah putain, le kite c'est mort, la planche c'est encore plus mort. C'est que des cycles. Ah, c'est pas le même sport. Paddle, pareil, le paddle est arrivé, c'est monté comme ça, c'est retombé aussi vite. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir pratiquer tous ces supports. Et j'en jouis chaque jour encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'est super important de pouvoir varier les supports. Après, je peux comprendre pour les raisons budgétaires ou de temps. Oui, c'est vrai que ça. Monsieur, tout le monde ne peut pas tout. Il doit choisir. Et je pense que maintenant, de plus en plus, on a du matériel accessible avec des premiers prix qui sont plutôt corrects. Quand tu veux, pas forcément être compétiteur, mais déjà tester pour ton loisir, etc. Donc, chaque support est différent. Moi, je serai toujours un windsurfer avant tout. Je peux comprendre que des gens se soient passionnés pour le kite et ne fassent plus que du kite. Ça va faire pareil pour la wing. Il va y avoir des extraterrestres, des extrémistes. Des ultras, des fans. Que ça. Ouais. Mais il faut accepter tout. Il faut accepter ceux qui font... Tu as des gens qui ne font que de la planche à voile depuis toujours, qui n'ont pas vraiment évolué. Et tu as des gens qui font un peu... Voilà, je pense que tout le monde, l'important c'est que chacun se fasse plaisir. Bah, c'est ça, ouais. Et ça sert à rien de cracher sur les supports, mieux que d'autres, mieux que... Non, c'est pas... Quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, il faut voir ça comme le VTT et le vélo de course, le vélo de route. Tu m'as dit, windsurf, c'est du vélo de route. Et non, faut pas comparer. Non, je t'ai dit, on disait qu'est-ce qui est mieux que l'autre. Oui, ah oui, voilà, c'est ça. Je dis pas que le vélo de route c'est mieux que le VTT. T'as du vélo de route, t'as du VTT. Ouais. Lequel est le mieux? Ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais, exactement. Et ben là, on est exactement dans la même... C'est complémentaire, c'est différent. C'est 2 sports différents. Ouais. Tu aimes faire, toi t'aimes faire ça. C'est très bien. Mais je trouve ça génial parce que même depuis que je t'ai rencontré et depuis que je m'y intéresse vraiment à fond à ça, pour moi, tout waterman devrait avoir un wingfoil dans son quiver. Encore hier, je suis allé faire du paddle parce qu'il y avait moins de vagues, où le plan d'eau était plat, mais bon, il n'y avait pas de vent. Bah, je sors le paddle, je pourrais très bien sortir un subfoil, un wingfoil et pouvoir m'amuser tout autant, quoi. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont freinés parce qu'ils ne peuvent pas investir dans tout ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, comme toi, suivre un peu ton parcours et se mettre à innover dans les sports nautiques?
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut avoir une curiosité par rapport à ce qui se passe sous tes pieds ou dans tes mains. Donc déjà, il faut être curieux. Il faut être curieux des sensations pourquoi te poser des questions, pourquoi la planche elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça. C'est vrai que moi, avec tous les designers avec lesquels j'ai bossé, moi j'ai jamais été dans les chiffres. C'est-à-dire par là que à chaque fois qu'on me passait un nouveau prototype, je demandais aucune info. Il y a beaucoup de gens qui refont toujours une planche sur la plage en disant ah mais non mais regarde elle fait non, pas sur l'eau avec et dis-moi ce que tu en penses et moi j'ai toujours fonctionné comme ça et souvent je me suis rarement trompé, j'arrivais à dire au shaper bah tiens la planche je pense qu'elle a ça, je pense qu'elle a ça, je pense qu'elle a ça. Ton jugement et ton ressenti étaient assez bons à chaque fois quoi. Et peut-être que c'est aussi parce que justement j'ai refusé un petit peu d'être le mathématicien du truc, mais plutôt dans le feeling. J'ai vraiment laissé mon feeling, mes sensations s'exprimer plutôt que d'avoir des préjugés ou des a priori par rapport à une valeur de. Ouais, c'est ce que tu m'as expliqué. Maintenant, tout est automatisé, fait à l'ordinateur, les plans, et les marques testent de moins en moins. Les shapers sont plus vraiment des shapers, c'est des dessinateurs. Voilà, ils dessinent sur propre. Mais avant, le shaper, il façonnait sa planche au rabot. Ouais, c'était à l'œil, au ressenti, c'était au toucher. Sur l'eau et tout. Maintenant, il y a une espèce d'accélération. Là, on fait des designs. Allez, on a besoin de planches, vite. On envoie en pro. On met tout un peu dans des cases, quoi. Ouais, après, c'est le monde d'aujourd'hui. Encore une fois, tout s'accélère. Tout s'accélère. On veut tout plus vite, on veut tout de suite. Et c'est dommage. C'est comme ça. Et du coup, hormis être curieux, qu'est-ce que aujourd'hui quelqu'un qui veut innover, du coup, tu lui recommanderais tu as 2 autres petits conseils comment il peut se lancer de passer du temps sur l'eau. Je pense que la clé, c'est de passer du temps Ouais, sur clairement. l'eau. Et je pense que la quête de chacun, quelle que soit l'activité, c'est les nouvelles sensations. Ouais. Tant qu'on amènera des nouvelles sensations aux gens, ils s'épanouiront. En fait, ça devient naturel. Quelqu'un qui veut être testeur et innover, ça va lui venir naturellement au final, s'il est passionné. Normalement, oui. S'il est passionné et qu'il voit qu'il y a des problématiques à résoudre, que lui, il a besoin, il trouvera toujours un chemin là-dedans, quoi. Je pense, ouais. Ok. Moi, des fois, je me faisais dire, moi, je suis performeur de l'extrême light wind, par exemple. C'est-à-dire que je vais essayer d'être performant là où personne ne joue, quoi. Ouais. Donc c'est. Tu vas innover dans les coins d'ombre, Ouais, dans des. Juste penser différemment, c'est-à-dire la performance, c'est que je dois naviguer dans des vents toujours plus forts, dans les vagues toujours plus grosses. Non, je vais les rider dans les conditions les plus jolies, où il y a le moins de vent. Ouais, grave. Mais c'est vrai que c'est une partie du public aussi, tout ça. C'est une partie des consommateurs, des passionnés qui ont. Tout le monde n'est pas windsurfer pro. Les conditions extrêmes, il y en a moins de 10% par an, alors des conditions moyennes, il y en a 80. Donc je sais que moi, les jouets que j'ai développés durant ma carrière, je navigue beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, pas les naviguer. Et mieux, je pense que soit je suis blessé, ou si moi j'ai complètement retourné mon schéma de vie par rapport à la glisse. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand il y a plus de vent que j'en profite pour me reposer. Avant, j'étais un des plus gros jumpers du tour. J'adorais le vent fort. À chaque baston à Audierne, j'étais le seul à l'eau. Ouais, les gangs t'emmerdent et tout. Ça, c'est un truc que j'ai effacé de ma. Pour des raisons, c'est déjà je vieillis, mais parce que aussi, je m'éclate tellement dans le petit temps et tellement plus souvent que je profite de ces journées de tempête pour me dire, bah non, aujourd'hui, place au jeune, allez-y les gars. Le vieux, il se repose, il va reprendre des forces. Ouais, c'est clair. Non, mais je comprends. Moi, je trouve ça fabuleux, fascinant qu'on n'y ait pas pensé avant et au final, c'est 90% du sport aujourd'hui, quoi. Ouais, on n'y a pas pensé avant parce que le côté médiatique fait qu'on veut toujours repousser les limites. Mais. On va passer au jeu de l'émission, si tu veux bien. Tu veux parler ? Ouais, c'est réservé la surprise. J'ai sélectionné 5 photos. Tu vas devoir me retrouver les dates, le thème de la photo, nous raconter un peu quel souvenir ça t'évoque. Je vais commencer avec une première photo. Hop, je te la montre et tu nous racontes un peu ce que ça t'évoque. Oh, cette photo, superbe. Du coup, sur le lac du Monténard. Ouais, ça c'est le tout début du freestyle. Ouais. Donc en France, il faut savoir qu'on a été innovant, comme très souvent dans le monde de la voile. On a cru au freestyle bien avant tous les autres pays. Et donc le Prince de la Flaque, c'est une compétition organisée par Wind Magazine que j'ai gagné 3 ans d'affilée. Et avant que la discipline soit officielle. Ok. Donc en fait, j'étais un freestyler bien avant. Là, c'était quelle année? J'ai pas retrouvé l'année. Par contre, j'ai pas. Si tu arriverais à dire, ou en tout cas quel âge tu as. 96, 97, 98. Ah, du coup, c'est le début. Hein, après, tu as fait les premières compètes déjà, etc. Ah ouais, et là, et je militais pour. Là, tu es dans le freestyle. Au moment où ça sort, on parlait de ça tout à l'heure.
j'étais au bureau de l'Association française de funboard et je militais pour officialiser le freestyle, pour le border cross, tout ça. Et ce qui n'était pas forcément bien reçu, mais on a bien fait de le faire parce que quand tu vois la jeune génération aujourd'hui avec le freestyle, Ouais, ça marche fort, quoi. C'est une photo qui m'a beaucoup parlé parce qu'elle est faite sur le lac du Monténard à Grenoble, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Et lac que je connais très bien parce que j'ai vécu 2 ans. Et c'est là où j'ai appris notamment à faire du voilier. Et très bon souvenir, à donner des cours. compète, innovation, Ouais. freestyle et Belle photo. festif, quoi. Ouais, bah oui. Festif parce que ambiance sur la plage. C'est magnifique là-bas en vrai. Franchement, tous ceux qui y étaient, on a des bons souvenirs là. Alors là, j'ai une autre photo. De Premier championnat de France de paddle paddle vague, ouais. en 2009. 2009, vice-champion de France de stand-up paddle surf. Donc pareil, on va encore mélanger le côté donc compétition, innovation, parce que j'ai débarqué dans cette compétition avec un shortboard. Là? Ouais, shortboard stand-up paddle surf. Celui-là, c'était 2009, c'est la première fois qu'il y a un championnat en France Ouais. de paddle foil. Donc ils sont tous avec leur planche de 11 pieds, 12 pieds, et moi je débarque avec une 7 pieds, je crois, ou non, 8 pieds. Donc là, tu avais le droit au prototype en compétition. Ah oui, bah là c'est que le surf, pour ça, le surf, C'est assez libre. puriste, et ça. Et bah après, bon, le vainqueur, Massière, gros niveau. Toi, tu finis 2e, vice-champion pour la première édition. C'est quand même pas mal. Génial, parce que, encore une fois, donc compétition, un beau résultat, de l'innovation, parce que, voilà, le shortboard sup. Ouais, Donc tout le monde disait une planche courte, ça marchera pas. Après, c'est parti dans l'extrême, comme dans tous les sports. Ils se sont retrouvés avec des planches les derniers temps, de l'eau jusqu'aux genoux. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a tué. Donc quelque part, j'y ai participé aussi, parce que j'étais un des premiers à militer pour les planches courtes. Et je pense que ça fait plus de mal au sport qu'autre chose. C'est que tu as déjà dit tout à l'heure, le paddle, ça c'est terminé, ça s'est un peu essoufflé. Parce que voilà, c'est ce que je t'explique là. On a fait du matériel beaucoup trop. L'image, c'est complètement détachée de la réalité de la pratique, en fait. Et donc le paddle existe toujours aujourd'hui, mais en version balade, gonflable, plus grand. Pas quelques puristes encore qui utilisent le paddle surf. Il y a plus beaucoup. C'est vrai que moi je croise beaucoup moins de nouvelles générations en paddle surf sur les spots. En général, ça reste quand même des anciens qui surfent toujours, qui sont puristes là-dedans. Ah ouais, mais c'est bien, bon photo. Les deux me plaisent. Ça me parlait bien parce que ça illustre aussi tous les sports que tu as touchés de glisse. Il y en a eu beaucoup dans ta carrière, donc je trouve ça trop cool. Alors là, un club que tu connais très bien, qui a rien à voir avec les combis en néoprène et les sports de glisse. Les Baillis de Lanester. Et je suis avec Erwan qui est dans le même milieu que moi. C'est-à-dire que Erwan, il bosse l'usine Surf Factory à côté de Rennes. Donc il y aurait que des surfs. Et pareil, vous partagez la même passion. Donc voilà, bon, j'ai arrêté il y a 2 ans. Tu en as fait pendant longtemps, hein, plus de 20 ans. J'ai fait plus que ça, 30 ans. Ouais. 30 ans. Ça fait 30 ans. Incroyable. Quand j'étais gamin, j'étais un fou de patinoire. Et c'est vrai que je m'y suis remis sur le tard en loisir. Mes meilleurs amis étaient pros en hockey et ils faisaient de la planche à voile l'été. Il m'a dit, t'es con, c'est patiner, refais du hockey. J'ai appris, il m'a filé une paire de gants, une crosse, une paire de patins. Je me suis inscrit à Quimper. Le physique m'a permis de vite rattraper le retard. Je me suis retrouvé entraîneur-joueur à Quimper. Jusqu'à la fermeture de la patinoire en 2000. C'était les Celtics de Quimper. Et au bout, quand la patinoire a fermé, Lanester, un jour, m'a contacté, il cherchait un entraîneur. Et du coup, j'ai repris. Et j'ai arrêté il y a 2 ans parce qu'à un moment, il faut faire des choix dans la vie. Ouais, c'est clair, non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une belle. C'est un sport que j'adore, mais qui est malheureusement trop loin de chez moi. C'était 1h30 de voiture pour aller à la patinoire. Je comprends. Ça me prenait... Surtout vers chez nous, on est obligé de faire vite. La plus grande ville est à 40 minutes. On fait aussi que rouler, faire autant de bornes pour aller sur une patinoire qui consomme de l'énergie. Ça va un petit peu à l'encontre de... Après, ça me manque. Je ne cache pas que ça me manque. C'est génial. C'est un super sport, l'hockey. J'aime à dire que c'est du foil sur de l'eau gelée, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu naves, tu pisses, tu fais du carving, tu t'accélères. C'est un super sport. Alors, prochaine photo, ça, elle est géniale. J'étais obligé de la mettre. Donc là, j'ai publié il n'y a pas longtemps. J'essaie, je l'ai reprise. Ça, c'est toi? C'est moi, avec ma Tiga Slalom sur le toit. Première planche? Tiga Slalom, donc ça veut dire que là, je dois avoir 15 ans. 87, ouais, voilà. C'est ce que j'ai noté, 15 ans. 15 ans, donc ma Tiga Slalom, donc le mât en une partie sur le toit. Elle a beaucoup le board short cousu par maman, dessiné par maman. Et puis alors voilà, donc à cette époque, 15 ans, ce qui se passait, c'était donc j'habitais à quelques kilomètres de l'Almanar. Hier. La garde. Ouais. Et quand j'avais l'autorisation, ma mère me bazardait à la plage le matin avec mon matos et venait me récupérer le soir. Je taguais mon pote Willy à l'époque et Pierre aussi.
Et on était souvent tous les trois à attendre les conditions, à monter sur nos planches dès qu'il y avait la moindre rafale. Et Tes parents te lâchaient sur la plage quand tu étais jeune, c'est ça. tu passais tout le temps, toutes tes journées là-bas. Je dis que je voulais faire ça. Ouais, Je vivais que pour ça. c'est incroyable. Ouais, ouais. Et enfin, dernière photo, Ouais. parce qu'elle est géniale et j'ai mise exprès pour la fin. Ah ouais. Alors, je n'ai pas le contexte de cette photo et j'aimerais beaucoup que tu nous racontes. Ah, bah alors ça, c'est un shooting tout début où je te disais, on a repris les rênes de la marque AHD. Ouais. Et donc, toutes les marques font des shootings, même AHD, on a fait un shooting à Hawaï, les marques font des shootings dans les pays chauds. Et j'ai dit, bah écoute, on a monté Trident là, à Brest, on va faire le shooting en Bretagne. On fait des très belles images, sauf que pendant la période de shooting, on touche pas une vague. Mais quand je dis pas une vague, c'est on a le soleil, on a l'eau verte, on peut faire toutes les gammes. Et il nous manque des images de vagues. Je suis avec le photographe Julien Augor, un rider, Stéphane Vanier. Et un jour, je les appelle et je leur dis, bon les gars, il me faut absolument... Donc là, j'étais en charge du marketing. Hein. C'était moi qui organisais le shooting, qui faisait le catalogue et tout. Je dis, les gars, là, il y a le Mistral d'annoncer. Donc, on va descendre à Sifour. Sifour, c'est où ça d'ailleurs? Sifour, c'est entre Toulon et Marseille. Ok. Oui, dans le sud. On va aller à la Coudoulière faire un shooting. Et on est parti la veille au soir, on a roulé toute la nuit. Oh, incroyable. On est arrivé au petit matin, on a dormi, on était 3 au camion, on a dormi 2 heures sur la banquette. On s'est mis à l'eau. L'anecdote drôle aussi, c'est que le Julien Augor, le photographe, je l'ai attaché dans l'eau à la bouée pour pas qu'il bouge. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et je voulais pas rater le shooting. Il y avait du jus, quoi. Il y avait du vent fort et tout. Donc, Ouais. le pauvre, je l'ai attaché à la bouée. Je dis, toi, tu vas rester là. Le temps que tu n'as pas une bonne photo, tu sors pas de l'eau. Alors après, ça, c'est pas les photos de l'eau. Et ça, c'est une photo où il est sur la butte, à la Coudoulière. Et je fais ce tabletop et j'arrive à me retourner et à le voir. Et lâcher un Superman. Et du coup, je plombe du doigt. Et c'est vrai que cette photo, lui, il l'a gardée aussi. Elle est imprimée dans son magasin à Brest, là-bas. Elle est formidable. Je l'ai revue, je l'ai vue sur ton Insta et je la trouve trop belle. Ouais, c'est une belle photo, c'est un bon souvenir aussi, parce que l'anecdote, elle est assez folle, quoi. Et puis, juste après le shooting, on a repris le camion et on est remonté en Bretagne. Du coup, en 48 heures, quoi. En 48 heures. 48 heures de shooting. Mais pour avoir on n'a pas eu qu'une photo, mais on a eu ce genre de photo. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a une histoire derrière qui est géniale, quoi. Mais souvent, dans tout ce que j'ai fait, il y a une histoire derrière, parce que c'est que je pense que quand tu vis des trucs avec passion, Ouais. tu les subis pas. Ah non, c'est une aventure, quoi. Et voilà, donc chaque instant est un petit peu une aventure, et puis tu le vis tellement pleinement que tu le rends aventure, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ce qui m'a fait avancer. Le côté humain dans tout ce que j'ai pu faire est super important. Et ça rend les choses d'autant plus belles, quoi, parce que on en reparle encore, quoi. J'ai republié cette photo-là parce que le photographe, Julien, l'a republiée. Il y a pas longtemps. Et il s'en rappelle encore. Stéphane, il s'en rappelle encore. Ouais, Ce moment était un moment spécial, quoi. parfait. Merci beaucoup, déjà, pour ce jeu. C'est vraiment sympa. Sans ça, je t'avais laissé la surprise. Je voulais. C'est super. Depuis 30 ans, tu as décidé de vivre en Bretagne, près d'Audierne. Pourquoi ici? J'ai dédié ma vie à ce que j'aime faire. Et les vagues. Donc après l'Almanar, je suis parti 2 ans sur le bassin d'Arcachon. Donc j'ai navigué sur des spots comme le Grand Cros, la Saly, Cap Ferré, à la Cano. Tu as fait le tour, au final, hein, de plein de spots français. Après, j'ai fait la Tranche-sur-Mer. Et puis un jour, donc je disais, le jour où, cet hiver 94-95, je suis venu ici parce qu'il y avait un shooting organisé. Ok. Et donc moi, je me rappelle, j'arrive, je descends, j'arrive de Poulenec, je descends, j'arrive sur... Donc c'était le mois de février, vent de nord-ouest, donc ciel de traîne, beau ciel bleu, de l'eau verte, comme Audierne, on a le secret quand on n'a pas trop brassé, des vagues. Un 47 du port, il y avait une vague de fou. Je continue ma route vers l'île aux Vaches. Je vais voir la gamelle. Gamelle, incroyable la vague, qualité, mais et là, l'île aux Vaches, 1 mile et demi. Et donc, je fais cette session où je fais pas grand-chose parce que Le Hawaï breton. 4-7 avec la voile la plus puissante de la marque Nel Pride, la NR, et je me fais arracher les bras et je finis au fond, Ouais, brassé. à poil, quoi. Mais par contre, je me dis, bah attends, si tu veux être au cœur du poulet, avec les meilleures conditions pour ton boulot, c'est là. C'est ici qu'il faut vivre. Donc, je suis rentré, j'habitais chez ma mère en Vendée à l'époque, sorti du shooting, je suis rentré chez ma mère, j'ai dit, écoute maman, je vais trouver où je veux vivre. Et c'est un super endroit, un peu rugueux, qu'un point de vue température, tu vois, ça me manque un peu, hein, les soirées en t-shirt, pas beaucoup ici, hein. Tu m'étonnes. Ouais, l'été, quoi. L'été est pas mal. Et du coup, ça me fait poser la question, tu te sens plus sudiste ou breton, du coup? Je ne me sens... Alors, je renie pas du tout mes racines. Ouais. Je suis très fier J'aime l'Almanar, j'adore y retourner, j'y retourne pas assez souvent. C'est quoi la dernière fois que tu es retourné?
L'Almanor, j'essaie d'y passer une fois par an, hein. Ok. Mais c'est souvent très court. T'as de la famille peut-être là-bas encore? J'ai ma soeur et mon père sont restés dans le sud, ouais. Ok. Mais j'ai passé 2 tiers de ma vie ici. Donc c'est sûr que d'un point de vue purement mathématique, je suis plus breton que sudiste. Maintenant, j'ai eu la chance de voyager énormément et surtout partout en France. Et partout où je suis allé en France, j'ai expliqué tout à l'heure, hein, mon passage dans le sud-ouest, mon passage en Vendée, toutes les compétitions à Wimereux, en Corse. Partout, j'ai noué des liens avec des gens que je connais encore, que je côtoie encore aujourd'hui. Et du coup, je me sens vraiment français, pour répondre à ta question. Ni breton, ni sudiste, mais chaque endroit a son petit côté à lui que tu ne peux connaître que quand tu prends le temps d'y passer un peu de temps et d'y connaître les gens qui y vivent. Et quand cette porte est ouverte, quand tu connais tu sors du cadre de la compète, du spot, avec ses drapeaux, Des choses un peu toutes faites au final. quand tu découvres chaque endroit a ses bonnes conditions, chaque endroit a ses magnifiques paysages, ses magnifiques monuments et ses magnifiques gens aussi. Côté humain qui pour moi est super important. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller partout, mais j'aimerais tellement pouvoir rayonner comme ça, aller voir les gens que j'aime, tout ça. Tu as rencontré des gens partout dans le monde, en France. Et maintenant, tu as des amis partout et au final, tu te sens partout chez toi, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Partout en France, il y a quelqu'un que je connais, que je vais appeler. Ouais. Ça, c'est génial. Moi, je comprends totalement, je me reconnais aussi dans ce que tu dis. En 2013, tu tombes malade et découvres une maladie auto-immune qui affecte et détruit tes 2 reins. Hospitalisé d'urgence, tu vas subir une greffe, notamment grâce à ta sœur qui va t'en faire don. Tu vas perdre 15 kilos, passer 7 mois à l'hôpital. 2 mois après l'opération, tu te remets à naviguer. Peu de temps après, tu t'alignes sur le Funboard Tour pour fêter ton retour à la vie. Dans un article dédié au magazine Voile Église, tu dis 7 mois qui ont changé ma vie et la perception que j'avais des choses et du monde. Comment est-ce qu'on se relève de ça? Et est-ce que cette épreuve t'a insufflé un nouveau départ? Alors, comment on se relève de ça? Je pense que la vie, elle est semée d'embûches, plus ou moins naturelles. Ça peut être la maladie. Il y a des maladies de toutes sortes, malheureusement, dans ce monde. Ça peut être des gens qui te font du mal ou qui t'empêchent d'avancer. Et ça peut être... bon, bref, la vie est faite d'embûches, d'obstacles. Et je pense que toute personne se doit d'avoir un objectif, un but pour avancer. Le jour où tu n'as plus de passion, tu n'as plus d'envie, je pense que... Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a 2 façons de réagir à ce qui m'est arrivé et face à, on va appeler ça la maladie ou l'accident, quoi. Accident de vie, moi j'appelle ça l'accident de vie. Donc soit tu baisses les bras, ou soit tu te dis, ben non. Ouais. Et moi je me suis dit non. Je me suis dit, ça m'a fait réaliser que ça allait s'arrêter. Et je me suis dit, ok, je veux bien que ça s'arrête, mais pas comme ça. Ouais. Et du coup, je me suis donné les moyens. Alors, je pense que j'avais la chance de m'être bien entretenu avant. Je me suis toujours imposé une valeur de vie alimentaire. J'ai été festif, hein. Je ne vais pas dire par là que je suis l'homme parfait. Non, j'ai bien fait d'écart, j'ai fait beaucoup d'écarts. Mais une bonne hygiène de vie quand même, une bonne condition physique. Exactement. J'ai toujours fait attention à bien manger, à faire beaucoup de sport, à m'entraîner correctement, même si j'aurais pu faire beaucoup mieux avec tout ce que j'ai appris dernièrement. Mais j'ai appris sur le tas. Mais par contre, voilà, j'ai eu une rigueur de vie qui m'a permis d'encaisser cet incident-là de la meilleure des façons possibles, entre guillemets. C'est jamais joyeux, mais... Facile. Donc j'ai eu 9 mois de dialyse. Ça n'a pas été facile, mais même pendant ces 9 mois de dialyse, je me suis mis un coup de pied au cul pour faire des efforts. Je me suis dit, plus je serai en forme le jour de la greffe, et mieux je récupérerai derrière. Il y a des gens qui baissent les bras. Je les blâme pas du tout. Non. Personne ne sait comment il va réagir quand ça t'arrive. C'est important. Moi, je me suis dit tout de suite, non, ben, je veux pas... J'aime ce que je fais. Je suis tellement accro à tout ce que je fais que, ok, ça se finira un jour, mais pas comme ça. Donc, j'ai eu cette... J'ai été bien entouré aussi. Dans mon travail, par Thierry, dans ma famille. Mais voilà, quoi, j'y suis... Tu as choisi de te battre et de te relever au final. Une fois que la tempête est passée, après, c'est là où on peut après... Donc c'est un sujet grave, il y a des maladies beaucoup plus graves. Oui, mais bien sûr. On peut pas être maladroit, c'est incomparable avec une petite embûche de la vie, mais si c'est comparable, parce que petite ou grosse embûche, deux façons de réagir. C'est soit tu te dis, ben, je me la prends dans la gueule et je suis mort. Ouais. Ou soit il me dit, ben oui, ben voilà, il y a ça. Soit tu baisses les bras, soit on Je vais la contourner, je vais faire ce qu'il faut pour essayer de rebondir. C'est ça la résilience. Hein, ouais, c'est clair. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que on a 2 vies. La deuxième arrive quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une en fait. Ouais. Et moi là, je me suis rendu compte que
que j'avais qu'une vie qu'il fallait en profiter. Et est-ce que ça t'a insufflé du coup un nouveau départ? Oh oui. Là, en plus, moi j'ai trouvé ça incroyable, c'est que tu t'alignes après sur une compétition, après 9 mois de galère, si on peut dire. 9 mois à peine 9 mois de dialyse et 5 mois après opération. Ouais, c'est ça, c'était novembre et mars. Non, mais un an quoi après. Oui, alors pourquoi? En plus, je suis déjà plus à l'âge de faire des compètes, j'ai déjà arrêté ma carrière. Ouais. Mais Parce que le carré, on rappelle, c'est en 2013. ouais, 2014. 2014, ouais. C'est le Rip Curl Pro Tour qui fait un stop chez moi, à Audierne, sur mon spot. Ouais. Et je trouve que pour fêter mon retour à la vie, quelque part, je me suis offert ça. Bah ouais, grave. Je me suis dit, et sans ambition, je me suis pas dit, parce qu'il y avait quand même, j'ai quand même 40 ans passés, il y a des jeunes dans le truc et tout, mais bon, la vague, ça reste une histoire d'expérience aussi. C'est un spot de surf sailing, il n'y a pas trop de sauts, donc je suis pas pénalisé par le fait qu'on ne saute plus. Et du coup, voilà, et puis je suis tellement content et d'être là et d'avoir retrouvé toute cette énergie que j'avais plus depuis longtemps, que la magie opère, quoi. Et puis je fais le podium, quoi. Donc c'est... Tu fais le podium ce jour-là un peu? Ouais, je suis 3e, ouais. Incroyable. Sur combien de participants? Je sais plus, c'était un tableau de... Le premier, c'est Thomas Traversa, hein, premier nombre de vagues, et le deuxième, c'était... j'ai oublié son nom. Mais d'un très bon niveau, quoi. D'où l'importance d'avoir un objectif fixé, et au final, ça a été ton cadeau aussi de pouvoir... Oui, de revivre à fond, ça va de faire le plus. Et de redire, ah ça y est, je suis reparti, quoi, là, c'est... Tout ça, c'est derrière moi. Ouais. L'idée, c'était pas de me refaire une seconde jeunesse en disant je vais refaire le tour et tout. Non, c'était marquer mon retour. Voilà, je me suis dit, tiens. En plus, c'est à la maison. Voilà, mon retour, je vais le fêter comme ça, quoi. Aujourd'hui, grand tournant dans ta carrière. Tu viens d'arrêter ta collaboration avec AHD récemment, après plus de 30 ans de recherche et d'innovation. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors, j'ai pas arrêté ma collaboration avec AHD. AHD faisait partie des marques gérées par l'entreprise Folemco. Donc j'ai arrêté ma collaboration. J'ai quitté, basé à Landerneau. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai quitté la structure pour des raisons personnelles. J'ai tourné une page, c'est clair. Voilà, j'ai tourné une page. Donc là, je suis parti en reconversion pour l'instant. J'ai beaucoup d'idées. J'ai un projet qui mûrit dans ma tête. J'en dis pas plus pour l'instant. Parce que je suis en train de travailler dessus. J'avais besoin d'avoir un nouvel objectif. Les choses n'allaient pas dans le sens où je voulais qu'elles aillent en ce qui me concerne. Plutôt que de me prendre l'obstacle, j'ai préféré le contourner ou sauter par-dessus pour avancer vers ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, en 2022, tu deviens exécutive master coach et performance. Tu entraînes Axel, 16 ans, qui devient champion du monde junior et vice-champion du monde adulte de wingfoil récemment. Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur votre rencontre? Alors, Axel, à l'époque, il avait 13 ans. Il a sonné à la porte de chez la marque de foil AFS pour être sponsorisé. Donc moi, j'étais censé m'occuper du team, sachant que la notion de s'occuper du team, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, j'avais pas vraiment le pouvoir décisionnel. Ça veut dire manager des athlètes, du coup? Manager, mais sachant que après, ça reste le patron qui décidera si oui ou non, oui ou non, oui ou non. Et du coup, j'ai fait cette demande j'ai fait une formation de coaching, justement, pour pouvoir apporter quelque chose de concret. Moi, je voulais apporter quelque chose de concret aux athlètes que j'allais devoir manager dans le cadre de mon boulot. J'ai fait cette formation d'1 an qui m'a permis aussi de mettre beaucoup de mots sur en fait tout ce que je faisais depuis toujours, à savoir en hockey sur glace, j'ai fait 25 ans de coaching. Voilà, j'ai appris sur le... Ouais, c'est ça. Quand tu bosses dans l'innovation, tous les produits nouveaux, il a fallu que j'apprenne aux gens à les utiliser. Donc, j'ai continuellement accompagné les gens sur mes innovations. J'ai continuellement dû accompagner mes patrons pour leur faire croire, pour leur montrer que ça marchait. Les convaincre. Donc, du coaching, j'en ai fait un petit peu toute ma vie. Donc, cette formation-là m'a permis de mettre des mots et de comprendre plein de choses que j'avais réalisées, des erreurs que j'avais pu faire aussi. Et Axel tombait à pic parce que du coup, il était là. Je dis, écoute, je te propose un deal, c'est que moi, je fais cette formation, il me faut des cas concrets, des cobayes. Des cobayes, et je lui dis, est-ce que il me fallait 2-3 cobayes pour la formation? Et je lui dis, est-ce que tu veux en faire partie? Donc là, ça a démarré comme ça. Ça a été mon cas concret que j'ai présenté à l'examen de ma formation. Et alors, il dit quoi au début? Il dit OK direct? Ah oui, après le gamin, il est motivé. Oui. À l'époque, j'étais son héros. Jeune, c'est lui mon héros, parce que l'élève a dépassé le maître depuis bien longtemps. Il fait des sauts plus grands que toi. Franchement, il fait un saut que je ferai jamais de toute ma vie. Mais c'est ça qui est génial. Mais par contre, ce qui est super, c'est qu'on a démarré notre relation comme ça. Et puis, le fait est que c'est un super bon gamin, très bien éduqué.
Ouais, ça a collé, quoi. Il a de très bonnes valeurs, ils ont inculqué de très bonnes valeurs et ça a matché. Ça match encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une progression, il passe de 13 ans débutant, 13 ans débutant à première compète. Ouais, là, avec des résultats Deux ans super bons. après, top, je sais pas combien, on rentre dans le top 10, top 5, et puis l'année dernière, il fait vice-champion du monde. Et comme ça, hein, il est sur la pente ascendante. En 3 ans, tu l'as vu évoluer, tu lui as permis aussi de, Exactement, ouais, de péter, quoi. bien. Puis encore une fois, il écoute, voilà, il met en œuvre tout ce que tu lui dis, quoi. Tout ce que je lui dis. Après, l'idée, c'est pas d'être un dictateur, bien au-delà, c'est qu'il est quasiment autonome, hein, et j'ai pas besoin d'être là, quasiment. Et Après, ça dépend des athlètes. Il y en a qui ont besoin qu'on leur dise les choses. Il y a des gens aussi qui ça dépend de la personnalité. non, mais alors, la communication, dire les choses, c'est important, mais par contre, ce qui serait vraiment négatif, c'est que il faut pas tomber dans le cas où l'athlète, si son coach il est pas là, il est perdu, quoi. L'important, c'est Mais que il faut leur apprendre, il faut leur donner des outils aussi. leur donner l'autonomie, sinon t'es mort. Imagine qu'il n'était pas là. Le fait que tu aies fait ce master, ça t'a permis de structurer un peu toute ta pensée sur la formation. Ça va finir de faire le point sur moi, ce que j'avais pu faire auparavant, les erreurs que j'avais pu faire, c'est ce que je vais. On parle que d'Axel, mais voilà, j'ai essayé qu'il fasse pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire, qu'il fasse beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire, et qu'il gère au mieux sa future carrière, quoi. J'ai beaucoup de plaisir et de fierté à voir ces résultats, et c'est super à vivre, c'est super. Quoi, le coaching, ça a été une évidence pour toi? Cette envie de transmettre, Je pense que la vie, elle est en ce qui me concerne, elle se résume à ça, en fait. C'est des plus anciens qui m'ont transmis l'envie. J'étais plus jeune, hein, comme je disais, l'atelier dans lequel je travaillais chez Pumpty, ils m'ont transmis des choses. Quand mes parents m'emmenaient à la plage, il y avait un rider à l'époque qui s'appelle Fabrice Semenadis, qui a toujours été là pour mes parents. Ils m'emmenaient à la plage d'Almanar, mais des fois ça marchait pas à l'Almanar, il avait dû voir à Sifour. Et ce gars-là, il m'a emmené à Sifour. Il me prêtait du matériel, parce que moi j'avais juste une planche de voile. Il m'a prêté du matériel. Il a partagé. Et toute la vie, elle est comme ça. Tu rencontres des gens, et en fait, partager, tu donnes, on te donne, et ça fait avancer les choses, et chacun s'épanouit. Et le hockey sur glace, si mon pote Rodolphe ne m'avait pas mis pied à l'étrier, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Ouais, c'est clair. Et en fait, tu te rends compte, toute la vie, tu passes ton temps à partager. Et pour moi, c'est une évidence aujourd'hui de partager tout ce que j'ai acquis et de le transmettre, pour que ça continue de... Même c'est un moyen pour l'athlète ou les athlètes que tu fais encadrer, du coup, de gagner du temps, puisque tu as expérimenté, tu as fait des erreurs, tu connais aussi très bien ce milieu. Donc quelqu'un comme Axel, par exemple, à 13 ans, qui est débutant, qui connaît pas tout. C'est péjoratif. Ah ouais? Ça veut dire prends pas le temps. Ok. Donc je vais pas être d'accord avec cette formule. Moi, c'est aider l'athlète à prendre ses bonnes décisions. D'accord. Ok. Toujours la décision de l'athlète. C'est pas moi qui vais lui dire tu fais ça, tu fais ça. Okay. Il va avoir le choix. Donc il y a ça. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Et de mieux l'accompagner alors. C'est de l'accompagnement. C'est ça, ouais, exactement. L'accompagnement. Maintenant, c'est lui qui reste décisionnaire de la finalité, de tous ses choix, de ce qu'il va faire. Et par contre, c'est vrai que là où je vais être peut-être plus directif, c'est quand il sort du cadre de façon, parce qu'il est trop jeune. L'executive master, il était très global. Il touchait un petit peu à plein de choses. Après, moi, je sais que j'ai toujours fait beaucoup de sophrologie, personnellement, depuis très longtemps. Et prépa mentale, sophrologie, c'est un truc que j'aime bien et qui a énormément fonctionné avec Axel, puisqu'on parle d'Axel. Et surtout à son jeune âge, vachement influençable sur ce que vont dire les autres. Attends, il y a machin, il m'a dit ça. Tu vois, c'est réussir justement à canaliser, à ce qu'il se concentre sur lui, son feeling, sur son ressenti, et justement mettre de côté le superflu. Voilà, même quelqu'un qui va lui faire un compliment, est-ce que ce compliment il est gratuit ou pour tu vois? Est-ce qu'il est intéressé? Et voilà, c'est ça qu'il faut. Quand t'es jeune comme ça, t'as vite fait de te faire. Incroyable. Franchement, génial. Je vous souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Cette année, l'objectif d'Axel, c'est le titre. J'espère que ce serait la logique, même s'il peut parler de logique, on ne sait jamais, il peut se passer tout et n'importe quoi. Quand il y a une progression comme il a eu là, passer du top 10, top 5, vice-champion du monde, c'est quoi la suite? Ouais, c'est clair. On lui souhaite le meilleur de toute façon. J'espère énormément aussi. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui du coup souhaiterait, comme Axel par exemple, faire une carrière pro en windsurf, en wingfoil, subfoil, surfoil, un sport de glisse en général? Les mêmes conseils que je donne à Axel, c'est ne pas croire que c'est facile. Ça veut dire ne pas négliger la partie scolaire. On a vite fait de s'emballer et de se faire plaisir, quoi qu'il arrive. Alors il faut travailler. Il faut travailler beaucoup. Ça demande de l'entraînement, des sacrifices. Ouais, exactement. Parce que les petites copines, les petits copains, ça demande des efforts alimentaires, ça demande des efforts sportifs. Faut pas voir que les résultats. Ça, c'est de l'éducation pour un gamin, parce que
Si tu le laisses faire, il va manger que des chips et mais tu vois ce que je veux dire, ça, donc c'est un côté où il faut quand même cadrer d'un point de vue éducatif. Jeune, si tu dis pas de faire son stretching, il va pas le faire tout seul, quoi. Ouais. Se faire plaisir et le résultat, c'est du bonus. Mais si tu perds aujourd'hui, c'est pas grave si t'as perdu en faisant ce qu'il fallait faire. Ouais. Par contre, si tu perds parce que t'as pas été sérieux, parce que t'as pris ta compète, Mais t'es en soirée la veille, il a pas travaillé, non, qu'est-ce qu'il a pas préparé sa compète avant, il s'est pas entraîné, parce qu'il pensait que il avait le niveau. Et ça, c'est vrai, c'est un sujet sur lequel je me bats un peu avec Axel, c'est sur la rigueur des entraînements. Les entraînements, c'est pas de naviguer que pour naviguer, c'est vraiment faire des séquences spécifiques. Ça, c'est plus dur déjà. Et moi, je le sais parce que je l'ai vécu. Je me suis auto-entraîné. Je me suis imposé des méthodes de travail. À titre d'exemple, pour le freestyle, je me mettais un tableau sur la plage avec toutes les figures et je m'obligeais à les faire des deux côtés. Et ça, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais je pense que quand tu veux performer, quand tu as vraiment un objectif de gagner, tu es obligé de passer par des rigueurs dans... En fait, il faut s'entourer aussi, bien s'entourer pour un jeune. Avoir un bon coach déjà, peut-être. J'avais pu, à l'époque, avoir un coach. Ça n'existait pas dans le surf. Ils ont été beaucoup plus précoces que la planche à voile. En planche à voile, il y avait Xavier Huard qui avait un coach. Travailler différemment et ça s'est vu tout de suite, ça a payé tout de suite. Antoine Albo a un coach depuis préparateur physique et tout depuis longtemps. Et ça se voyait. Eux, c'était des athlètes. Nous, on n'était pas des athlètes. On essayait d'être des athlètes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable, vu le niveau, vu aujourd'hui, il faut être entouré d'un préparateur physique, d'un coach mental. Avant, on disait, mais un préparateur physique, ça sert à rien. Et puis on s'est rendu compte que la prépa physique avait une place importante dans la performance sportive. Et maintenant, on dit pareil pour un prépa mental, ça sert à rien. Et on se rend compte de plus en plus que si réussir à formater tes athlètes mentalement, c'est Mais la pensée négative, elle a un impact énorme. incroyable. Ouais. Moi, je te dis, j'ai fait tout le temps deuxième. Et si j'avais eu un coach à l'époque, j'aurais dû avoir un coach. Moi, je sais aujourd'hui, avec ce que j'ai appris, je sais pourquoi j'ai tout le temps deuxième. Pour moi, je faisais la finale, je faisais pas la victoire. Et j'arrive en finale, je dis putain, c'est bon, je suis en finale, tu vois. Donc c'était déjà joué au final. Ouais, je suis un peu d'objectif, Ok. tout simplement. Cette année, tu es en pleine reconversion et tu prépares un nouveau diplôme. Quel est ce nouveau projet du coup? Ouais, donc je suis sur un BCGEPS voile et kayak. L'idée, c'est que je veux mettre à profit tout ce que j'ai appris pendant toute ma carrière et le partager du mieux possible. Donc, avoir vraiment un accompagnement sur tout ce que j'ai pu développer et vraiment le partager avec le public et de la meilleure des façons. Le projet, globalement, c'est ça. Ça va être du partage, de l'accompagnement dans la quête de sensations. Pour terminer, dans un article, tu dis « J'essaye de vivre plus intensément mon surf de vagues en me connectant plus fortement à l'élément ». J'ai adoré cette phrase et est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle t'évoque? Ça évoque la réalité de la vie. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Quand on aime quelque chose, piège absolu, c'est de se morfondre sur vieillir et ne plus être capable de faire ce qu'on faisait avant. Moi, est-ce que c'est de la chance ou pas, j'ai franchi ce cap depuis bien longtemps. C'est-à-dire que j'ai complètement accepté de ne plus faire ce que je faisais avant. Par contre, je sais que je peux progresser dans plein d'autres domaines. Tant qu'on trouve de nouvelles sensations, et moi, le feu sacré, je l'ai toujours. Parce que j'ai développé du matériel qui me permet d'évoluer dans des conditions beaucoup moins traumatisante, donc en phase avec mon corps qui vieillit. Le point, c'est qu'aujourd'hui, je fais un jump, j'atterris et je vibre pendant 3 jours, quoi, tu vois. Je suis disloqué, quoi. Ça me donne même plus envie parce que je sais que je suis passé à autre chose. Mais par contre, travailler la vague, sentir la puissance de la vague. Alors, le foil m'a vraiment guidé là-dedans parce que l'essence même du foil, c'est le feeling de cet avion sous l'eau qui va capter l'énergie. Et le foil m'a apporté encore plus de ressenti. Aujourd'hui, quand je suis en carène, donc sans foil, sur une vague, je suis à la recherche de cette communion avec l'élément, de travailler mon carving, mon surf, d'être toujours bien placé, le bon choix de vague. Je vois. Promets que je tripe comme avant, mais de façon différente. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je sais que je peux encore améliorer mon surf de vague, quel que soit le support. Et j'y travaille. J'aime tellement ça que j'ai envie de rester en forme pour vivre encore ces sensations, comme je disais, ces sensations-là. Je vois Robbie à 62 ans. J'espère que je serai pareil, voire mieux. J'aimerais être même et là, peut-être à 80 ans aussi. Après, bon, carrément. La vie m'a pas aidé. C'est que au jour le jour et tout exactement, tout reste à écrire. Voilà. Chaque jour, je veux vivre ces sensations. Est-ce que c'est par revenir à l'essentiel du surf aussi même? Mais c'est ce qui a toujours guidé ma vie, le surf. Le surf, depuis toujours, à l'Almanar, même si c'est pas un spot de vague, j'attendais la vague pour surfer avec ma planche de vague. Et j'ai été une planche de vague. Clairement. Alors c'est vrai que les choix de vie, le fait d'être parti 2 ans dans le sud-ouest, j'ai fait du surf à voile. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je fais du surf à voile. Parce que j'ai découvert ça. Et surfer avec une voile, pour moi, c'est
Et c'est vraiment fantastique, quoi. Et est-ce que Bruno André, c'est un bon surfeur en planche, shortboard traditionnel Alors, j'ai le défaut de tout planchiste, c'est que j'ai un style à la con, on va pas se mentir. Non, mais on a une déformation avec le wishbone. C'est quoi, c'est les bras, c'est avoir Peut-être un très mauvais mouvement des bras parce que nous, on a une voile. J'ai depuis toujours une voile dans les mains, que top. Et donc, je sais que quand je vois des vidéos de moi en surf ou des photos, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Alors, je sais très bien lire une vague, je sais très bien prendre une vague. Mm. J'ai un style pourri voilà. Tu travailles dans mes objectifs, c'est d'améliorer chaque fois mon surf. De toute façon, moi aussi, j'insulte pour y t'inquiète pas. Et quand je surfe, je sais que je me parle souvent, je me surprends et putain, Bruno, tes bras, merde. Et j'essaye Alors, je surfe pas assez souvent parce que j'ai beaucoup d'autres supports Ouais, tu t'amuses différemment. mais je prends beaucoup de plaisir à y aller. Donc, j'ai un longboard rétro, j'ai un single fin Ok. et j'ai un rétro fish, tu vois. Donc, Ouais, bon quiver en vrai. différent. Ouais, j'ai un bon quiver. J'en fais pas assez souvent parce que j'ai pas le temps, mais j'aime beaucoup ça. Ok. Maintenant, il y a bons surfeurs et les bons surfeurs. Si tu devais me recommander une personne à interviewer, connue ou non, que tu aimerais voir sur la chaîne, dont tu aimerais connaître l'histoire, ça peut être n'importe qui tant que ça reste dans le sport de glisse, qui est-ce que tu souhaiterais voir? Bonne question. Alors, c'est vrai que je pourrais être tenté de dire, bah tiens, la jeune génération et tout, mais c'est vrai que pour ce d'échange, Mm. je trouve que l'expérience d'un athlète plus ancien apporte Plus intéressante, pas différente, mais prendre. ouais. Après, c'est quelqu'un de Bretagne ou quelqu'un de Peu France? importe, si jamais je dois aller chercher Hawaï, j'irai chercher Hawaï. Alors, c'est vrai que j'ai un très bon copain avec qui on partageait souvent la route ensemble pour aller sur les compètes, qui lui s'est complètement retiré. Je serais prêt à parier qu'il va pas accepter ton invitation parce que je le connais, mais c'est Thierry Belbéoc. Et Thierry a toujours été un petit peu dans l'ombre de son grand frère, malheureusement, mais c'est quelqu'un qui est tellement humain. Et alors, on a arrêté la compétition au même moment. Elle est un petit peu plus âgée que moi. Super niveau, super gars. Alors, je sais où il est, on se voit pas assez souvent. Je serais vraiment curieux de. Il a toujours un pied dans la glisse? Oui, il sort toujours, il guide toujours. C'est vrai que c'est quelqu'un qui mériterait qu'on s'intéresse à son histoire parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Ok. Et il est très discret et ça va être très dur. Si on arrive à le faire parler. Ça va être très dur à le faire parler, mais voilà, je tends la perche parce que ça me fait plaisir, moi, vraiment, de lire ce qu'il a à dire. De le voir sur ce format. Voilà. Ok, bah trop cool. Où est-ce qu'on peut te suivre et te découvrir tes prochaines actualités du coup? J'ai une page Instagram qui est liée directement à ma page Facebook, Bruno André 76. Pour l'instant, ça se passe là. C'est vrai qu'avec mon projet futur, ça va évoluer, mais ça reste là quand même la page. Aurais-tu un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Je pense que le résumé de tout ce qui a été dit là, c'est vraiment si vous avez une passion, bah, vivez-la à fond. On n'a qu'une vie, ça peut s'arrêter à tout moment, donc ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues, des embûches. Il y en a largement assez naturellement. Juste, voilà, foncez quoi. Ouais. Faites ce que vous aimez et croyez en vous, croyez en vos ambitions, en votre potentiel, quel qu'il soit. L'objectif on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais déjà, croyez en vous et faites ce que vous aimez faire, quoi. Super, et ça va le mot de la fin. Merci, très joli mot, merci Bruno. Et ben on a terminé. Bah, merci à toi, c'est très sympa en tout cas. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si cela vous a plu, pensez à vous abonner, à nous faire savoir en commentaire. Je mets le Instagram de Ambition Surf ainsi que celui de Bruno André pour retrouver son contenu dans la description. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez 2-3 questions dans l'espace commentaire. Nous serons là tous les deux pour vous répondre. Mettez la cloche, n'oubliez pas de vous abonner et allez vous abonner à notre compte Instagram. C'était Artus, ciao.